Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce triangle socle du Congo. Trisoko, ce jour, nous essayerons de répondre à quelques questions autour du sujet de la fois passée où nous avons parlé des vertus, mais aussi des mérites de l'ancien président de la République, Joseph Kasavubu. Aujourd'hui, nous allons parler, bien entendu, de la clôture des activités du centenaire de Simon Kimbangu, mais bien avant de répondre, d'entamer ce nouveau sujet, mais je voudrais qu'on réponde à quelques questions. Avec moi ici, M. Bifoumanou Dieudonné. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Vous allez bien? Très bien. Beaucoup de réactions par rapport au mérite de Joseph Kasavubu. Vraiment, des gens nous ont appelés de partout qui ont loué surtout le caractère patriotique de l'ancien président de la République qui est décédé. Nous avons célébré le 53e anniversaire de sa mort il y a 2 semaines. Mais sinon, parmi plusieurs questions, je voudrais que vous puissiez répondre au moins à cette question qui peut résumer les restes, où les gens disaient, si alors les Congolais, tous dans son ensemble, dans leur ensemble, et aussi bien les autorités, les décideurs, emboîtaient les pas de la bonne gestion des affaires publiques qui a été imprimée par Joseph Kasavubu, est-ce que le Congo ne changerait pas? Oui, ça va de soi. C'est-à-dire que c'est un individu qui avait ce comportement. Or, le Congo ne peut pas changer suite à l'action d'un seul individu. Impossible. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la masse critique. La masse critique qui soit capable de comprendre, de se comporter comme l'avait fait Kasavubu pour que la bonne gouvernance devienne une réalité. Mais tant que cette masse critique, parce que la masse critique n'est pas dit que c'est la majorité de la population, non. La masse critique, c'est un groupe de gens qui peuvent donner l'impulsion. Ils peuvent être l'un dixième de la population, mais leur action, leur impact peut servir à changer la situation dans une communauté. Mais sinon, comme une autre question qui nous a été posée, disons que Joseph Kasavubu a hérité d'abord d'une bonne administration, et c'était facile pour lui de gérer. Alors si nous revenons sur les discours des autres présidents qui ont succédé après, nous pouvons mettre Mobutu de côté. C'est vrai que Mobutu a hérité aussi d'un grand désordre, mais ceux qui ont hérité de Mobutu, qui ont hérité de Kabila Mouzé et aussi bien Joseph Kabila, ils disent qu'écoutez, le pays était dans un état aussi compliqué. Est-ce que Joseph Kasavubu n'a pas réussi tout simplement parce qu'il avait hérité d'une bonne administration, d'une bonne situation léguée par le Belge? Non. Kasavubu est devenu président de la République le 30 juin. Disons, les élections avaient eu lieu quelques jours avant, mais il a commencé, parce qu'avant ce n'était pas l'indépendance, les Belges trônaient encore, mais le 30 juin, il était déjà élu chef de l'État et il a commencé à travailler. Le 30 juin 60. Mais 5 jours après, c'est-à-dire le 5 juillet 60, les désordres avaient commencé aussi. Donc on ne peut pas apprécier son action par rapport à ce qu'il a rencontré comme situation, parce qu'il y avait déjà un désordre à l'aube même Nous parlons du désordre peut-être au niveau politique, mais parlons au moins de conditions qui pouvaient l'aider à bien gérer, notamment cette administration, les finances publiques et aussi bien des élites qui tenaient l'administration avant Kasavubu. Ce n'était pas de moindre. Justement, mais parmi eux, il n'y avait aucun universitaire. C'était des autodidactes, des primériens, de l'école moyenne. Bon, maintenant, du côté belge, c'est là où nous avions une administration quand même intéressante. Mais ça n'a pas suffi parce qu'on venait d'être indépendant. Si dans son comportement, Kasavubu n'était pas ce qu'il était, il pouvait aussi engendrer un désordre du côté de l'administration. Il pouvait commencer à faire la gabégie, les autres à le suivre. Mais sa nature a fait que, du point de vue de la gestion, au moins, le bien était maintenu, malgré les difficultés devant lesquelles il s'est retrouvé. Mais Mobutu a rencontré aussi
pratiquement la même administration. Ceux qui travaillaient avant 60, 5 ans après, ils étaient encore en vie. Donc ce sont les mêmes personnes qu'il a rencontrées, mais lui avait une autre vision, c'est ainsi qu'il l'a dirigé à sa manière. Mais sinon, on peut continuer toujours à s'accuser, disant qu'écoutez, parce que j'ai trouvé une mauvaise condition, j'ai hérité des conditions aussi compliquées. Est-ce qu'on doit continuer à s'accuser ainsi ou on doit prendre des vraies mesures qui devraient aider le pays à avancer? Oui, c'est-à-dire, quelles que soient les conditions que vous rencontrez, gérez avec ces conditions-là. On vous appréciera en fonction de ces conditions, comment vous les gérez. Parce que chaque chef de l'État a rencontré une certaine condition qui n'était pas toujours bonne. Kassavou a rencontré ces conditions, il a fait ce qu'il devait faire. Mobutu a rencontré aussi, il a fait ce qu'il devait faire, ainsi de suite. Laurent Désiré Kabila, même chose. Joseph, même l'actuel, chacun a rencontré des difficultés. Mais la population les apprécie en fonction de la manière dont ils ont géré ces difficultés-là. Les mettent davantage dans des conditions difficiles pour continuer et aussi améliorer les conditions de vie, c'est ça? Mais c'est ça la difficulté, c'est ça être chef. Et il faut quoi? Un exercice? Non, nous sommes des hommes. Être chef, c'est partir de l'état des lieux et faire des propositions pour changer les choses. Un point trait. Parce qu'on a connu des choses après la Deuxième Guerre mondiale. L'Allemagne avait un Premier ministre qu'on appelait Konrad Adenauer. Il posait la question aux Allemands. Pourquoi les Allemands adulaient les Premiers ministres en question? Il est resté un monument chez les Allemands. Même chez les Français, Charles de Gaulle, après la Deuxième Guerre mondiale. Mais poser la question aux Français, qu'est-ce qu'il a fait pour que la France puisse être reconnaissante vis-à-vis de Charles de Gaulle? Et c'est là où on vous dira que non. Nous étions dans des difficultés, mais il nous a aidés à sortir de ces difficultés. Mais vous savez, nous, le grand problème que nous avons aussi, c'est au niveau des mentalités. Mentalités déjà ancrées dans le sous-développement. Vous pensez qu'on peut facilement s'en sortir, bien que nous avons des conditions financières, des conditions de développement catastrophiques. Est-ce qu'on peut s'en sortir aussi avec des mentalités qui, de même, n'aident pas les dirigeants à améliorer la gestion? Oui, c'est-à-dire, on ne peut pas réfléchir en disant, nous les Congolais, nous maintenons nos mentalités et nous allons nous développer. C'est incompatible. Parce que si nos mentalités étaient adaptées au développement, on serait développé. Ou en tout cas, on serait très loin. Mais si nous sommes au niveau où nous sommes, c'est parce que justement cette mentalité n'est pas à même, ne favorise pas le développement. Presque à tous les niveaux. J'ai toujours attaqué la presse, qui est une presse de sous-développement. Mais c'est ça la mentalité aussi. Donc, le plus important pour nous, c'est de détecter, de prendre la conscience que voilà notre mal. Situer le mal, faire un bon diagnostic, c'est ce qui est important pour un pays. Quand vous attaquez la presse, qu'est-ce qu'elle devrait faire lorsqu'elle est dans un environnement où on connaît et puis bon? Oui, mais la presse n'est pas faite par des ignorants ou des analphabètes. La presse est parmi les milieux les plus intellectualisés. La presse, c'est peut-être seulement un moyen, un canal. Est-ce que vous pensez que les grands acteurs du changement ou du développement de notre pays, c'est la presse? La presse, on l'appelle le quatrième pouvoir. Pourquoi? C'est parce qu'elle peut aider sensiblement. C'est parce qu'il a le pouvoir de critiquer, tout simplement. Les autres. Voilà. Mais justement, critiquer, tout simplement. Pas le pouvoir. Oui, mais c'est ça. C'est un journaliste qui vous parle. Quand on nous appelle quatrième pouvoir, c'est parce que nous avons le pouvoir de critiquer les trois autres pouvoirs, où nous avons les législateurs, nous avons le judiciaire et aussi l'exécutif. Ce sont eux qui tiennent alors le maillon de la direction du pays. C'est pas la presse, quand même. Si la presse n'a pour vocation que de critiquer, alors autant ne pas ouvrir la porte à la presse. C'est-à-dire? Mais oui, mais parce que vous viendrez seulement pour critiquer. Critiquer, soulever le mal, et puis amplifier le mal, et tout ça. À quoi bon? Mais la presse... Non, mais nous donnons alors aux autres pouvoirs l'occasion de détecter le mal et aussi de corriger. Oui, alors...
J'attendais au moins des chapeaux, mais pas non. nous rabaisser jusqu'à ce niveau-là. Il faut positiver les choses. Ok. Mais cette dimension de positiver les choses, notre presse ne l'a pas encore. N'a pas encore atteint cette maturité de positiver les choses. Vous voyez quelque chose de mauvais, c'est bien de faire ce constat. Mais maintenant, pour aider la communauté, il faut positiver. Ça, c'est mauvais. En lieu et place, voilà ce qu'on devait faire. La presse n'a pas envie de dire ça, parce que c'est le monde des intellectuels. Mais quand on amplifie le mal, si vous constatez un petit mal, vous l'amplifiez pour qu'on passe même 3 journées à ne commenter que ce petit mal-là. Là, ça ne va pas positiver les choses. Je voulais peut-être vous entendre dire que la presse ne fait rien. Alors, non, elle ça fait quelque pourrait chose. m'aider à vous poser davantage de questions, mais ce n'est pas ça notre sujet. Okay. Est-ce qu'on peut évoluer? Au moins, on vous le concède. Alors, parce que nous parlons de Joseph Kasavubu, nous concluons finalement qu'il faudra beaucoup faire pour atteindre le développement que nous attendons, mais ça doit passer par des bonnes façons de faire les choses. Et ça, il faudra encore attendre longtemps? Non, mais nous avons eu... chaque chef d'État a rencontré cette difficulté et a fait ce qu'il pouvait faire. Ne fût-ce que situer le mal. À partir de le président honoraire Joseph Kabila, qui a situé le mal, qui a compris que la mentalité du Congolais, il faut la changer. C'est ce qu'il n'a pas réussi à faire. C'est ce qu'il n'a pas réussi à faire. Mais au moins, il a pointé du doigt. Et c'est déjà quelque chose de bon, de très bien même. Et l'actuel, son successeur, n'a pas dit le contraire. Au contraire, lui a commencé à donner des pistes de solutions. Que non, on doit changer de mentalité. Il y a même tout un service qu'il a créé pour ça. Ça, c'est déjà une bonne chose. C'est rendre compte que cette mentalité n'est pas favorable au développement, il faut la changer. Comme cette prise de conscience est là, maintenant le travail à faire, c'est d'attaquer tout simplement. Et dans la faisabilité, vous voulez dire qu'on n'a pas encore ressenti le vrai traitement de choc, la vraie thérapie de choc donc. Non, on ne le sent pas encore. Pour preuve, toutes les petites choses, toutes les grandes choses qu'on critiquait avant sont encore présentes. Et on ne sent pas un domaine qui émerge pour dire que non, dans ce domaine, on a commencé à changer de mentalité. Jusque-là, on ne le sent pas encore. Peut-être ça a commencé, mais ça n'a pas encore atteint le niveau où c'est beaucoup perceptible. Pourquoi vous dites ça? Parce que vous avez vu les détourneurs d'hier libérés aujourd'hui, par exemple. Non. Ça c'est un aspect. Ce n'est pas à cause de ça que nous sommes sous-développés. Ou ce n'est pas seulement à cause de ça que nous sommes sous-développés, mais il y a beaucoup d'autres choses. Donc, par exemple, le 30 mars, et plutôt le 30 avril, d'ici quelques jours, je vais tenir une conférence au centre interdiocésain. Je suis invité par l'Institut des auditeurs internes de la RDC. Je vais parler de quoi? La maîtrise des risques et le changement de mentalité pour améliorer le fonctionnement des services et des entreprises publiques. Des services publics, entreprises publiques et privées aussi. Ce sont des théories des bureaux. Mais justement, il faut partir de là. Mais quand il n'y a pas la prise de conscience pour se rendre compte que nous sommes fous, non, je parlais nous sommes défaillants. Je parlais des théories de bureaux parce que peut-être la population en a entendu assez et qu'à un certain moment on se dit, bon, c'est des slogans, il faudra attendre encore plus longtemps. Entre-temps, ceux qui se retrouvent avec une parcelle de pouvoir, ils en profitent au mieux peut-être pour eux seuls et que la population dans la grande majorité attend cette organisation qui pourra les aider d'abord à voir le bout du tunnel, mais malheureusement, on est encore très loin. Non, les changements de mentalité dont nous parlons au niveau de la maîtrise des risques, ce n'est pas une affaire de la population. Mais c'est... Oui. Non, c'est-à-dire la population va subir justement les conséquences. Mais ceux qui sont obligés de comprendre ça d'abord, ce sont les décideurs. Qu'ils comprennent que on doit changer de mentalité pour améliorer le fonctionnement de nos services, entreprises publiques et privées, tous nos services publics. Il le faut. Et comment la maîtrise des risques peut-elle aider à ce changement de mentalité? C'est ça qui sera développé le 30 avril. Oui, le 30 avril, nous savons que les décideurs
ou sinon leurs représentants viendront. Mais ce ne sont pas peut-être les premières théories qu'ils vont apprendre pour améliorer les choses. Est-ce qu'il faut toujours attendre longtemps? Moi, je voudrais que vous puissiez répondre d'abord à cette question. Il faut combien de temps pour que nous puissions parvenir un jour à dire, écoutez, le Congo a commencé des zéros, mais voilà qu'aujourd'hui le Congo s'améliore, les choses sont en train de s'améliorer, les choses sont en train de changer. La population voudrait bien comprendre ça, c'est vrai, ça viendra des décideurs, mais est-ce que les décideurs eux-mêmes comprennent ces notions? Justement, il suffit que les décideurs comprennent, la suite sera aussi facile. Parce que les autres vont exécuter. Mais avant d'exécuter, il faut qu'il y ait une conception en amont. Et cette conception en amont que nous sommes en train de... C'est pour ça que nous travaillons, que nous parlons de la maîtrise des risques, que nous expliquons qu'il y ait changement, que la maîtrise des risques peut changer les mentalités et comment, c'est ce qu'on va expliquer. Et quand ça sera compris et que ça sera conçu, et disons, l'autorité comprend la nécessité et donne l'ordre pour que ça soit exécuté, alors la population pourra maintenant faire le reste. Donc si on comprend, à l'étape où nous sommes, c'est parce que les autorités n'ont pas encore donné l'ordre pour exécuter certaines choses dans la gestion, dans le contrôle, dans l'exécution de certaines tâches. Non, là c'est par rapport à cet aspect où l'on exige la population, plutôt l'autorité. Parce qu'il y a des textes à prendre, des conséquences, il faut signer des textes, et tout ça, ce n'est pas n'importe qui signe les textes. C'est dans cette optique-là. Mais par contre, il y a d'autres aspects de la population, de la mobilisation, du changement de mentalité qui n'exigent pas une ordonnance ou un décret. C'est seulement parler, convaincre. Quand j'ai toujours dit que les églises doivent contribuer sensiblement au changement de mentalité. Vous vous attaquez facilement aux plus faibles. Hein? Avant, c'était la presse et maintenant, ce sont les églises. Non, c'est-à-dire la presse ne constitue, notre presse ne constitue pas les leaders d'opinion. Notre presse participe à l'action des leaders d'opinion. Mais les leaders d'opinion, la presse ne constitue pas les leaders d'opinion. Les leaders d'opinion, pour le moment, sont plus au niveau les plus grands, au niveau des églises et des partis politiques. C'est là où il y a des grands leaders d'opinion qui peuvent faciliter le changement. La presse, elle... Vous accompagne le reste. Justement, accompagne qui? Ce que l'homme de l'église a dit, c'est ce que la presse va répondre. Arrêtez de nous condamner à tout moment. Ce que l'homme politique va dire, c'est ce que la presse va reprendre. Mais ce que l'homme de l'église va dire, ou l'homme politique, c'est ce qui sort de sa tête. Il peut concevoir. Mais notre presse ne conçoit pas, notre presse suit ce que les autres ont conçu. C'est ainsi que le leadership, pour changer de mentalité, ne se situe pas au niveau de la presse, mais au niveau des hommes politiques. Merci d'avoir établi cette vérité quand même. Ah mais oui, c'est ce que la presse doit comprendre. Qu'elle est là pour suivre, pour dire, pour orienter, même pas orienter, mais pour aider les gens à mieux comprendre. C'est ça le rôle de la presse. Alors, là où l'homme politique a parlé en parabole ou en une phrase, la presse peut parler en 5-10 phrases pour mieux expliciter. C'est ça le rôle. Mais malheureusement, la presse reprend toutes les bêtises dites à un niveau quelconque. C'est ce que la presse reprend. Au lieu d'avoir cette sens critique-là pour mieux faire les choses. C'est une invitation à mieux faire tout simplement. Ce n'est pas qu'on est contre la presse, hein, mais c'est une invitation, même si je le fais un peu brutalement, mais que ça vous aide à comprendre. Vous reconnaissez quand même que la presse vous est très utile également. Ah mais tant mieux. Mais tant mieux. Et voilà, parce que nous parlons de changement de mentalité, mais aujourd'hui, nous avions bien prévu de parler de cet aspect aussi spirituel, parce que Trisoko, c'est 3 socles. Nous avons la spiritualité, l'agriculture, mais aussi les impôts. Mais là, on aimerait bien aussi revenir sur cet aspect spirituel de notre émission, où nous aimerions bien revenir sur les centenaires de la mission de Simon Kimbangu. Ça a été clôturé hier, dimanche donc, en Kamba,
Mais sinon, vous pouvez nous faire... C'était samedi? C'était le 6 avril. Le 6 avril plutôt. Excusez, le mercredi passé. Voilà. Mais sinon, vous pouvez faire le bilan de ce centenaire ou sinon tout le bilan de la mission de Simon Kimbangu. Bon, faire un bilan, c'est trop dire, mais dire quelque chose à mon niveau, ça je peux dire. C'est-à-dire que si on a fêté le centenaire, l'année passée, et puis les activités ont commencé l'année passée, pour être clôturées aujourd'hui, disons cette année, c'est parce que la mission de Simon Kimbangu a 100 ans. Et depuis 1921, 2021, ça faisait jour pour jour 100 ans. Mais qu'est-ce qu'il a dit ou qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on en parle 100 ans après? Et pour vous, la mission de Simon Kimbangu va au-delà de l'Église? Mais ça n'a rien à voir avec l'Église kimbanguiste. Comment vous expliquez ça? L'Église kimbanguiste est dépositaire de Simon Kimbangu parce que c'est après lui que l'Église kimbanguiste a été créée. C'est tout à fait normal. Mais Simon Kimbangu en lui-même n'est pas kimbanguiste. Il est universel. C'est-à-dire qu'il dépasse les limites. On ne peut pas le cloisonner dans les limites de l'Église kimbanguiste. C'est comme si on cloisonnait Jésus-Christ dans les limites du christianisme. Non. Jésus-Christ a une doctrine, il a dit ce qu'il a dit, il a fait ce qu'il a fait, les chrétiens le suivent, mais quand vous allez chez les musulmans, ils ne sont pas chrétiens. Mais ils ne vous diront jamais que Jésus-Christ était un sous-fifre. Parce que malgré qu'elles ne prient pas Jésus, mais ils reconnaissent en lui la grandeur de Jésus. Et vice-versa. Même les chrétiens, nous reconnaissons la grandeur de Mahomet. Alors, vous ne donnerez pas cette suite-là. Simon Kimbangu, 100 ans après, qu'est-ce qu'on peut retenir selon vous? Bon, c'est-à-dire pour mieux comprendre l'action de Simon Kimbangu, malheureusement, on ne sait pas trop utiliser d'autres arguments, parce que c'est un homme spirituel, on ne peut utiliser que des arguments spirituels pour justifier son action. Mais c'est un aspect que beaucoup de personnes soit ignorent, soit doutent. Ils doutent de cette action-là. Mais quand vous avez suivi le parcours, ne fût-ce qu'un cas concret, le parcours de Simon Kimbangu, d'Nkamba, de son vivant jusqu'à Lubumbashi, et après sa mort de Lubumbashi jusqu'à Nkamba. Donc quand vous faites le parcours-là, il y a une explication spirituelle qu'il faut donner. Il est prophétisé que ce pays deviendra indépendant. En plein jugement, il dit ce pays deviendra indépendant. Et nous sommes devenus indépendants. Mais c'est aussi une grande prophétie. Il vous dit, les noirs deviendront des blancs et les blancs deviendront des noirs. Ce qui veut tout simplement dire que les noirs, vous allez vous développer, certainement jusqu'à dépasser même les blancs. Donc cette prophétie va se réaliser. Ça, on l'attend. Apparemment, ce n'est pas de notre âge aussi. Pourquoi pas? Même si on ne dépassera pas les blancs avec notre génération, le développement, on l'aura avec notre génération. C'est-à-dire les gens de notre génération, les tout derniers, quand ils mourront, ils laisseront déjà un Congo développé. Mais oui. Avec quoi? C'est la question. Hein? Mais c'est facile. Je n'en doute pas, mais c'est la question. Mais c'est ça. C'est-à-dire, moi je ne parle pas en simple fanatique. Nous sommes, quand je suis chercheur, j'ai fait des recherches sur beaucoup de plans. Et je vous dis que maintenant, il y a un jeu d'esprit. J'ai toujours répété ça. Le développement de notre pays n'est qu'un petit jeu d'esprit. Oui, vous avez parlé de jeu d'esprit l'année passée et vous avez loué le fait que le chef de l'État l'ait élevé au rang de, je ne sais pas, héros national. Et puis, on cherchait à ce qu'on puisse faire de la journée du 6 avril une journée fériée. C'est ça que le chef d'État a déjà décrété, donc ça finira par être ainsi. Là, il n'y a pas de problème. C'est vrai, ce n'est pas encore arrivé. Il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on doit attendre de plus? Le développement. C'est quoi le jeu, le petit jeu d'esprit? Ça, on veut bien comprendre. Ah, il faut aussi peut-être se donner cette peine-là de bien comprendre. Pourquoi je dis que le développement du pays, de la RDC principalement, pas d'autres pays, de la RDC, ce n'est qu'un jeu d'esprit. Parce que nous avons, sur le plan intellectuel, nous avons un nombre suffisant, entre le minimum d'intellectuels, pour comprendre le phénomène de développement. Un minimum, on l'a.
nous sommes connectés à travers le monde pour savoir qu'est-ce qui se passe au Brésil, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, partout là-bas. Nous pouvons, quel exemple nous pouvons suivre des Sud-Africains ou des Brésiliens, des Américains, nous pouvons le faire. On n'a pas une limite quelconque. Rien ne nous limite. Est-ce que nous avons les moyens nécessaires pour les moyens, la matière première, genre les cuivres, ainsi de suite? Nous avons tout ça. Non, mais ça, ce sont des matières premières. Justement, pour maintenant, développer, ça demande de l'argent. C'est comme on parle de l'Europe, il a nécessité des milliards, des dizaines de milliards de dollars pour que l'Europe soit ce qu'elle est aujourd'hui. Maintenant, nous sommes à ce niveau-là. Est-ce que vous avez les moyens financiers? Là, c'était des moyens matières premières. Non, on parle de moyens. Maintenant, des moyens financiers. Parce que les moyens humains, nous l'avons. Les moyens financiers, c'est l'organisation seulement qui nous manque pour générer beaucoup de moyens financiers. Non, mais la vision d'abord, est-ce que nous l'avons? Ah, mais quand on suit tous les chefs d'État, ce qu'ils disent dans leur discours, c'est la vision. Ils n'ont jamais dit le contraire de notre développement. La vision, ce n'est pas seulement de ça. Justement, ça, c'est maintenant, c'est à eux de se justifier. Mais moi, j'entends tous les discours des chefs de l'État. Donc, vous prenez tous ces discours-là comme acquis. Et vous les transformez en vision. Non, acquis dans le sens qu'ils ne disent pas le contraire de ce que nous voulons. Ils disent ce que nous voulons réellement. Maintenant, c'est la concrétisation qui reste. La concrétisation, c'est justement la mise en commun de tous ces atouts-là. Les moyens humains, les moyens matériels, les moyens financiers, la mise en commun, c'est ça qui compte. Maintenant, les moyens intellectuels sont là, ils sont là. Les moyens matériels sont là. Maintenant, les moyens financiers, c'est ce qui nous fait défaut. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour développer les moyens financiers? Faut-il aller seulement prendre à l'étranger, aller chercher l'argent à l'étranger pour développer ici? On dit non. De par notre organisation, on est bien organisé en interne. Nous allons générer beaucoup de moyens qui vont nous permettre aussi de nous développer. Maintenant, c'est au niveau de cette organisation. Est-ce que nous sommes bien organisés pour que nous puissions générer beaucoup de fonds? À cette question, nous dirons non, nous ne sommes pas encore suffisamment organisés pour générer beaucoup de fonds. Et vous savez, en tant que spécialiste aussi dans le domaine de la maîtrise de risque, c'est que nous coûte l'organisation en question. L'organisation ne coûte pas trop cher. Comment vous expliquez? Mais pour mettre en place, par exemple, les mécanismes de la maîtrise des risques, ça coûte combien? Ça ne coûte pas grand-chose. Mettre en place, pas mettre en œuvre, parce qu'il y a deux niveaux. Vous mettez en place, c'est-à-dire, vous comprenez que c'est nécessaire, vous signez les documents. Ça reste des théories. Là c'est la mise en place. Ça reste une théorie. Non, attention, c'est-à-dire c'est la mise en place. Quand vous avez mis en place ce dispositif-là, il va venir la deuxième phase, la mise en œuvre. La mise en œuvre. Mais cette mise en œuvre, c'est là où les moyens seront sollicités, parce qu'il faut former ceux qui doivent mettre en place, mettre en œuvre. Sinon, s'ils ne savent pas, qu'est-ce qu'ils vont mettre en œuvre? Ils doivent connaître ce qui a été mis en place. C'est quoi? C'est ceci. Ils doivent maîtriser ça. Est-ce que vous pensez que tous ces Congolais-là qui tiennent les affaires publiques aujourd'hui n'ont pas cette conscience? Parlons au moins de la conscience de bien gérer l'État, de bien gérer les affaires de l'État. Vous pensez qu'ils en manquent? Il manque vraiment cette conscience-là? La conscience existe. La volonté, ils veulent. J'ai toujours dit, il y a un déficit de démarche. Mais une fois nous sommes passés par ici pour vous dire, la démarche qu'on a toujours utilisée, elle est déficitaire. Constat, on fait l'état des lieux, on pose la question, quelles sont les causes? Je vous dis que cette démarche-là, et puis après, quand vous avez énuméré les causes, vous dites quelles sont les pistes de solutions. Cette démarche est déficitaire. La raison pour laquelle je dis c'est ça, les jeux d'esprit qui restent. Parce que est-ce qu'ils comprennent que cette démarche, constat, cause, piste de solution est déficitaire? Ils peuvent comprendre ça. Mais quand nous disons constat, qu'est-ce que vous voulez? Donc fixation des objectifs, qu'est-ce que vous voulez? Après avoir fait le constat, maintenant vous dites, bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est dans le calme, on ne vous oblige, on ne vous bouscule pas. Dans le calme, vous avez fait le constat dans le calme, on vous dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Mais ce que vous voulez, qu'est-ce qui peut vous empêcher d'atteindre ce que vous voulez?
C'est là où la réflexion devient profonde. Et quand on n'approfondit pas la réflexion, là, on va tâtonner, on va être superficiel. Mais c'est quand on approfondit la réflexion qu'on a de bonnes solutions aussi. Or, la réflexion telle qu'elle est faite, quelles sont les causes? On réfléchit simplement en disant, on cite les causes et puis c'est tout. Mais quand on vous dit, bon, qu'est-ce que vous voulez? On peut être, même pas d'une façon approfondie, dire ce qu'on veut. Mais quand on vous dit, qu'est-ce qui peut vous empêcher d'atteindre ce que vous voulez, c'est là où la réflexion profonde commence. C'est-à-dire une cartographie des risques. C'est une nouvelle conception qu'on doit mettre en place. Et quand vous avez cartographié vos risques, donc, vous donnerez des solutions adaptées à cette cartographie. Et vous pensez que tous les décideurs sont prêts à prendre ça? Mais c'est ça la voie obligée. Tant qu'on n'a pas fait ça, on ne va pas bien évoluer, on va continuer à tâtonner. Et pourtant, les investisseurs qui viennent, ils viennent déjà avec cette mentalité et ils sont prêts, avec ces techniques, à prospérer dans notre pays. Vous êtes sûr? Mais parce que les investisseurs qui viennent, ils ne viennent pas en fonction de notre organisation. Ils ne viennent pas pour dire, je dois rencontrer telle organisation, ou si elle est déficitaire, je dois l'améliorer avant d'investir. Non. Au contraire. Ils profitent de notre faiblesse. Justement, ils viennent. Ici, ils ne sont pas bien organisés. Bon, moi, je vais jeter l'argent là-bas. Comme ils ne sont pas bien organisés, je vais gagner 300% de ce que j'ai investi. Personne ne va parler. Ils sont désorganisés. Ils ne vont pas comprendre que moi, je suis en train de gagner 500% du montant investi. Donc, aujourd'hui, nous avons même du mal à surveiller ou sinon à contrôler la masse monétaire ou bien les investissements qui sont faits chez nous ici. Et nous avons du mal à les surveiller même quand ils viennent des capitaux étrangers. Non, quand ils viennent avec l'argent, le chiffre est connu. Telle société, vous avez investi combien? Le chiffre est connu. Mais les bénéfices? Ça passe par les banques, tout ça, c'est connu, il n'y a pas de problème. Les bénéfices? Mais maintenant, qu'est-ce que vous encaissez? Quels sont vos revenus que vous encaissez de ce que vous avez, de ce que vous exploitez? Et quel est votre bénéfice réel? Là, le flou persiste. Là, ça devient terrible. C'est là où nous disons, pendant qu'il vient avec 100 millions, mais quand il doit gagner 600 millions, 600 millions, vous n'avez rien. Vous n'avez que sur les 600, il investit 100 millions, il gagne peut-être 600 millions. Il déclare 200. Le bénéfice brut est de 500 millions, et vous payez, vous n'avez que 50 millions sur 500. Qu'est-ce que vous faites? Il faut comprendre. Il faut comprendre que vous devez tirer profit aussi de tout ça. Maintenant, comment? Ce n'est pas eux qui doivent s'organiser à leur manière pour nous donner ce à quoi nous avons droit. Non. Ils ne sont pas aussi obligés d'être honnêtes envers nous. Mais justement. Mais on les voit. Mais c'est à nous d'être bien organisés pour que, si sur les 500, même si lui doit gagner 300, nous avons 200, ça va déjà, c'est déjà énorme. Mais le mieux serait, si par rapport à ce que nous convenons, lui va gagner autant, nous gagnons autant. Mais c'est l'organisation qui doit nous amener vers ça. Et tant qu'on n'a pas fait ça, on ne va pas tirer profit de nos bénéfices, c'est-à-dire de nos richesses. Nous avons les cuivres, les minéraux. Mais les minéraux génèrent beaucoup de fonds. Mais nous gagnons combien? On ne peut pas avoir, avec les minéraux, on ne peut pas avoir est-ce que doit-on continuer à compter sur les minéraux lorsque nous avons d'autres potentiels? Non, au jour d'aujourd'hui, les minéraux sont exploités. Ce n'est pas que les minéraux ne sont pas exploités et nous comptons sur les minéraux. Non, l'activité minérale est florissante au jour d'aujourd'hui. C'est florissant. Alors maintenant, nous tirons combien? Nous gagnons combien, nous, État congolais, sur ces minéraux-là? Même s'il devrait appliquer le fisc, ce que nous sommes convenus. C'est-à-dire, vous devez payer telle taxe, vous devez payer tel impôt, vous devez payer ceci, telle quotité, et tout ça. Est-ce que nous touchons ça proportionnellement à ce qu'ils encaissent eux? Si on faisait ça, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, notre organisation ne nous permet pas
de bien tirer profit. Mais qui devrait booster cette organisation? C'est au niveau du chef de l'État? C'est au niveau du Premier ministre? C'est au niveau des départements ministériels? Ou bien c'est au niveau de chaque agent de l'État? Non, à tous les niveaux. Bien que l'impulsion, parce que quand je parle des textes, la mise en place de ces dispositifs exige des textes. Les textes, ce n'est pas le huissier qui les signe. Les textes doivent être signés par ceux qui sont habilités à le faire. Mais ceux-là, ils ont aussi des collaborateurs qui doivent comprendre pour qu'ils fassent des propositions. Est-ce qu'ils ont compris? C'est tout ça. Donc, on ne peut pas dire que la faute est à telle. Non. Raison pour laquelle, moi, je n'aime pas culpabiliser un groupe. Parce que nous sommes tous dans la même marmite. Nous entendons, nous voyons ce que l'inspection générale des finances fait aujourd'hui, par exemple. Est-ce qu'on peut dire que c'est une partie de vos propositions aussi? Une partie de vos propositions trouve solution dans cela? Non, l'IGF a ses attributions. Ce n'est pas moi qui ai créé l'IGF. L'IGF a ses attributions et fonctionne conformément à ses attributions. Si elle fait bien son travail, mais tant mieux. Et ça n'a rien à voir avec la maîtrise des risques? La maîtrise des risques, l'IGF en aura besoin. Ok. Oui, parce que l'IGF, ce qu'elle fait pour le moment, c'est l'inspection. C'est-à-dire, voir quels étaient les textes, les voilà. Vous vous êtes comporté comment par rapport à ces textes? C'est comme ceci, comme cela. Sanction, on sanctionne. C'est ça l'inspection. Parce qu'il y a une grande différence entre la maîtrise des risques, l'inspection ou l'audit interne. Ce qu'elle fait, c'est l'inspection. Mais maintenant, il faut prévenir tout ça. Il n'est pas dit qu'on a toujours l'IGF ne fait que sanctionner, n'a pour vocation de sanctionner, non. L'IGF doit aussi aider les services à corriger leurs erreurs aussi. Voilà, à corriger leurs erreurs, à bien fonctionner. Mais par quel mécanisme? C'est par la maîtrise des risques. Parce que la maîtrise des risques est une finalité et qui a comme moyen le contrôle interne. Or, c'est à travers le contrôle interne qui doit être utilisé qu'on doit obliger à tous les services. L'IGF va dire tel service, est-ce que vous avez un contrôle interne efficace? L'IGF peut apprécier. Et puis, quand l'IGF a aussi la vocation d'être un auditeur interne, c'est-à-dire externe par rapport au service. C'est-à-dire, vous avez un service X qui a son auditeur interne, mais l'IGF vient comme auditeur externe, peut contrôler tout ça. Mais quand elle viendra contrôler, si le contrôle interne n'a pas bien fonctionné au sein de la structure, l'IGF aura du mal à bien travailler. Donc l'IGF donne le ton et du côté inspection va aider aussi à l'implantation de la maîtrise des risques et aussi à faire un audit externe plus important que maintenant. Donc en conclusion, la maîtrise des risques, elle nous est très indispensable pour le moment afin d'organiser nos services. Mais c'est c'est déjà la conclusion. La maîtrise des risques n'a pas été inventée pour être inventée. Elle a résolu des problèmes. Quand au niveau des États-Unis, il y avait des problèmes au niveau du fonctionnement des grandes entreprises qui avaient des problèmes sérieux. Mais 5 cabinets d'audit, des grands cabinets, s'étaient réunis pour se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ils ont réfléchi, ils ont pris le temps de réfléchir et ils sont arrivés à cette conclusion. Et depuis qu'ils sont arrivés à cette conclusion, il y a des États maintenant qui ont demandé à ce que tous les services puissent intégrer ça dans leur fonctionnement. C'est ici que aussi beaucoup de choses ont été améliorées. Ce n'est pas que c'est une théorie qu'on a conçue pour, je ne sais pas pour faire quoi, mais c'est une théorie qui a corrigé des problèmes réels qui s'étaient posés, les problèmes de gestion qui s'étaient posés à un certain moment, à un certain endroit du monde, et qui sont des problèmes communs à tout le monde. C'est comme la TVA. La TVA a été conçue en France. Mais pourquoi on applique ça partout à travers le monde? Mais les pays qui n'appliquent pas la TVA à travers le monde sont je ne sais pas s'ils existent d'ailleurs. Sinon, ils sont faibles. Ils ont un nombre réduit. Mais tous les pays du monde, presque, utilisent la TVA. Mais conçue où? À un point donné, c'est en France. Donc, ici aussi, la même chose. La maîtrise des risques a résolu un problème réel qui s'est posé quelque part. Maintenant, cette solution est valable pour tout le monde. Et voilà, nous allons prendre rendez-vous le 30 avril prochain pour votre conférence que vous nous animez, organisée par l'Institut des auditeurs internes du Congo. IA Congo. Voilà, merci, le rendez-vous est pris.
Merci beaucoup, M. Bifoumanou. Je pense prochainement vous répondrez aussi aux questions des téléspectateurs. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce triangle socle du Congo. On se retrouve prochainement sur la même fréquence avec le même plaisir. Au revoir.